Avec un pixel près et plus généralement avec Radio Clapas, j'ai eu l'opportunité de discuter avec beaucoup de studios sur l'état de l'industrie, sur leur vision artistique. Et là, pour cet épisode, je voulais parler un petit peu de technique avec Daniel et Thomas de Manufacture 43, avec qui, du coup, on a pu tester Highway to Hell, un jeu où on conduit une ambulance dans une ville assez stylisée, assez dessin animé 3D, si vous voulez, où on va pouvoir aller chercher et raccompagner des patients et des patientes dans différents hôpitaux. On va prendre soin de notre ambulance, peut-être même augmenter ses capacités, et il se trouve que c'est une ville qui est très boisée, avec beaucoup de verdure, y compris sur les toits, où on a des gens qui font pousser différents légumes. Et il se trouve que là, pour cet épisode, ce qui était intéressant, c'est de voir avec le studio, qui en plus sont vraiment pas nombreux, puisque on a 2 têtes pensantes et ensuite on a des personnes intervenantes, comment est-ce qu'ils ont pu penser techniquement leur jeu, qu'est-ce que ça représente, un jeu indépendant, en termes tout simplement de lignes de code notamment, mais aussi en termes techniques, de représenter une ville dans laquelle on ait envie d'évoluer et dans laquelle on puisse croire. Et ça, justement, ça faisait partie des questions posées aujourd'hui. Ah oui, je me suis fait une petite peur, parce qu'en fait, il y a marqué installer la démo, mais c'est parce que j'ai montré la page navigateur, et pas voilà. Tout va bien. Tout va bien. Mais je me suis vraiment fait une peur en mode, j'ai pas installé la démo, quel enfer. Après, on a l'avantage que le jeu est très léger, donc même au dernier moment, ça peut se faire rapidement. Oui, c'est vrai que c'est un truc où le jeu, en fait, enfin, en tout cas, la démo du jeu ne fait que 300 mégas, enfin un peu moins. C'est vrai que ça m'a un peu étonné à l'heure où on est habitué à avoir des jeux qui font 1, 2, 3, 4 gigas, hormis pour des jeux type visual novel, effectivement. C'est un travail d'optimisation ou c'est juste que là on est... On a comme objectif que le jeu fasse maximum 1 giga, enfin 1 giga à télécharger, très exactement. C'est dans les objectifs écologiques du jeu pour qu'il y ait une empreinte assez faible. Enfin, on a quand même un message écologique dans le jeu, donc on le fait pas que dans la forme, quoi. On le fait aussi dans le concret. Et donc ça a certains impacts sur le design du jeu. Et donc ouais, le but c'est que le jeu fasse 1 giga. Donc pour l'instant il fait que 300 mégas, mais c'est parce qu'il est pas optimisé en fait encore. Ok. Puisque le but du jeu, c'est aussi que des gens qui connaissent pas du tout la fabrication de jeux puissent aussi comprendre en fait comment est-ce que le jeu il arrive sur Steam finalement et quelles difficultés il y a des fois. Donc là, pour le coup, la question c'est est-ce que pour faire votre jeu, vous faites des lignes de code? C'est une question Alors là, qui est très générale. Il y a marqué que j'en ai écrit 32 000. J'ai 32 000 lignes de C# à mon actif sur ce projet-là pour l'instant. Okay. Sans compter des trucs qui sont dehors et sans compter les scripts qu'il y a dans le jeu et sûrement des trucs que j'oublie ailleurs et qu'il y a dehors aussi. Ok. Donc ouais. Je bosse dessus depuis 2022, c'est pas pour rien. Et du boulot. Et encore, j'aimerais pouvoir coder vachement plus. Sur les 32 000, je tiens à dire que j'en ai quand même peut-être fait 3. Elles sont importantes. Oui, voilà. C'est les plus importantes. Tu presque. Aussi sinon, tout est cassé après. Parce qu'effectivement, c'est souvent des questions qu'on se pose. Ça paraît tout bête, mais aujourd'hui, pour des personnes qui ont jamais vu vraiment des moteurs de jeu, etc. Il y a vraiment ce truc-là du oui, mais on parle de visual scripting par exemple, où de loin on voit juste des boîtes qui sont connectées les unes aux autres. Donc c'est vrai que on se dit tiens, autant en 2025 on peut se permettre de faire un jeu sans coder. Techniquement parlant, oui, mais pas un jeu comme ça. Voilà. Et en vrai, du code, que ce soit écrit avec du texte ou que ce soit écrit avec des boîtes qui sont connectées entre elles, ça revient au même en fait. Moi j'aime beaucoup tout ce qui est théorie de langage de programmation et tout. Et il y a plein de gens qui bossent sur des trucs pour avoir plusieurs représentations simultanées du même programme en fait.
Et ouais, on peut passer du visuel à du texte, à autre chose aussi, à des trucs à base de briques empilées, à base de plein de trucs, dynamiquement. Et ce qui compte, c'est toute la logique et tout ce que ça exprime. En fait, c'est pas la façon dont ça les exprime. Aujourd'hui, on parle plus vraiment de. Je suis allé chercher les 32 000 pour la blague, surtout que je n'ai pas utilisé la bonne méthode pour calculer, donc ça doit être assez approximatif comme truc. Mais on n'en parle plus des lignes de code parce que c'était il y a un peu plus de. Je dirais il y a 50 ans, ça servait encore de voir le nombre de lignes de code d'un projet. Parce qu'en fait, c'était écrit tout en assembleur à l'époque. Enfin, ouais, 50, 60 ans peut-être maintenant. Et, euh, et en assembleur, chaque ligne de code, c'est une instruction qui est exécutée par le processeur. Et donc, quelque part, ça veut dire un peu quelque chose. Mais à l'époque aussi, on mettait énormément plus de commentaires dans le code, parce que sinon c'était impossible à suivre. Et enfin, voilà, c'est des périodes différentes. Après, pour ce qui est de faire, de compter des lignes de code en haïku, comme le suggérait Nico, bon, il y a, euh, ah zut, j'ai oublié le nom du groupe, mais il y a un groupe de métal qui a sorti helloworld.java, qui a un dépôt GitHub et où ils chantent tout le code du programme qui affiche Hello World. Mais c'est un Hello World un peu intéressant. Il a une histoire ce code. Mais du coup, t'aurais tout ton code qui serait chanté, c'est ça? Alors là, 32 000 lignes, ça va être un opéra qui va prendre la semaine. Mais le helloworld.java, oui, ils l'ont chanté en entier, il y a un refrain et tout, quoi. À un moment, ils chantent les commentaires pour faire une envolée lyrique. C'est incroyable. J'adore le concept parce que t'imagines, t'as 32 000 lignes de code. En vrai, ça vaut le coup d'ouvrir une chaîne de streaming rien que pour ça. Hein. Ce serait incroyable. Hein. Bon, après, il vaut mieux que ce soit de l'open source et tout, mais pour le coup, c'est absolument incroyable comme idée. J'aime beaucoup l'idée. Prochain jeu en Lisp. C'est Nanowar of Steel. Et prochain jeu en Lisp, bah en fait, Way to Heal, il a failli être un. J'ai fait de la R&D pendant un moment là-dessus. Ouais, c'était le moteur qui vous paraissait le plus logique vis-à-vis du projet, de sa taille, de vos connaissances, c'est ça? Non, avant Highway to Heal, en fait, j'ai passé un an à faire de la R&D sur plein de trucs, vraiment des technologies bien farfelues. Et je suis revenu à Unity parce que, en fait, j'avais pas les moyens de passer plus de temps là-dessus, en fait. Et c'était peut-être le choix le plus rationnel à l'époque. Disons qu'à un an près, ça aurait été Godot, quoi. Mais j'ai passé un petit peu de temps sur la bêta de Godot 4, mais bon, j'ai pris Unity. Puis après, Unity a fait n'importe quoi il y a un peu plus d'un an. Et donc, clairement, le prochain jeu, il y a peu de chances qu'il soit sous Unity. Ouais, ça a été une sacrée douche froide. Parce que pour rappel, et pour les gens qui connaîtraient pas trop l'état de l'industrie, à un moment donné, Unity a eu la suprême idée de vouloir monétiser les jeux, notamment les jeux indépendants, en faisant payer les studios à l'installation de leurs jeux, y compris si le jeu était gratuit, et ils voulaient que cet effet-là soit rétroactif. Ce qui fait que si vous aviez un jeu gratuit qui s'était installé 300 000 fois, vous deviez un sacré paquet d'argent à Unity Technology. C'est pas fou comme idée. Donc il y a beaucoup. En fait, ça a donné une espèce de coup de froid à toute l'industrie. Et pour le coup, il y en a plein qui d'un coup ont redécouvert Godot, qui mine de rien, même s'il progresse doucement, mine de rien continue en fait à avancer. Et puis il y en a d'autres qui ont carrément basculé en Unreal Engine 5 puisque en termes de possibilités il y avait l'idée de qui peut le plus peut le moins, donc effectivement ouais, ça a beaucoup refroidi d'une façon générale l'industrie. Je peux comprendre qu'il y ait eu cette question là et que aujourd'hui il y ait cette décision pour l'avenir, quoi. Et en termes de feedback, parce que là pour l'instant il y a donc 49 contributions, mais je suppose qu'il y a d'autres personnes qui ont pu jouer à la démo. Quel feedback vous avez eu justement, que ce soit vis-à-vis de l'univers ou vis-à-vis du gameplay, des missions? Est-ce qu'il y a des choses qui reviennent et dont vous êtes particulièrement satisfait ou même surpris? Il y a des gens qui aiment bien les musiques. Ça, c'est cool. On a passé un moment à les choisir et tout, elles y sont pas encore toutes, mais c'est cool. Globalement, tous les retours qu'on a sur le formulaire sont assez positifs. Je dirais que les trucs qui pêchent un poil, apparemment, c'est plus au niveau des contrôles, ça on s'en doutait, même si on a déjà amélioré des trucs et il y a encore des changements prévus. Il y a
la carte un peu, on s'en doutait, et on continue d'améliorer des trucs. Il y a des changements dans la prochaine mise à jour. Il y a le feeling de conduite qui est plus, pas mauvais, mais qui est dans les moyens en fait. Globalement, les gens, ils nous mettent soit des notes très positives, soit moyens, et ça descend jamais en dessous, donc c'est plutôt très positif en fait. Et bon, notamment l'ambulance ne drifte pas actuellement depuis que j'ai refait toute la physique de la voiture en début d'année pour résoudre des problèmes qu'on avait. Mais le drift reviendra. On pourra taper des gros dérapages dans les intersections, ce sera très sympa. Et Tom, tu vois des trucs à rajouter? Je sais plus exactement. Ouais, il y a la difficulté aussi, Ouais. parce qu'en fait, c'est très lié à des petits réglages, en fait, notamment liés à des voitures. Comme ça, en monde ouvert, il y a aussi le côté aléatoire, donc bah, des fois, tu passes dans une rue, il n'y a pas de voiture, tout va bien, et des fois, tu en as 5, 6. Donc, en fait, c'est dur d'équilibrer ça et de rendre ça un peu homogène, intéressant partout, dans tous les quartiers. Donc ça, c'est ça qui est en fait un des points qu'on met le plus de temps à paramétrer. Et c'est pour ça aussi c'est bien quand on a des retours on voit à chaque update en fait on nous dit ah bah là c'est un peu mieux, un peu moins bien, là c'est plus agréable, là c'est un juste milieu. Donc Ouais. ça vient beaucoup de ces petits détails. Ok. Et Et c'est ça, il suffit que Daniel il fasse un petit paramètre, ça améliore énormément. Des fois il touche à autre chose. Les bagnoles font n'importe quoi, bah c'est ça, elles se mettent à se garer toutes dans la rue. Donc voilà, c'est vraiment c'est un peu comme une recette de cuisine. On met des petites épices, mais il faut en mettre pas trop, pas assez. Sinon, voilà, soit ça a pas de goût, soit ça explose en bouche. Et ça met un peu de temps de trouver le bon dosage. mais du coup, ouais, est-ce que vous êtes ok pour qu'on parle un petit peu de numéro bis, puisque ça c'est quand même quelque Bien chose, sûr. c'est quand même quelque chose d'un peu particulier. Je lance la vidéo et puis bah je vous laisse un petit peu commenter. C'est quoi en fait ce système numéro bis, puisque de loin on voit une méthode finalement pour gérer les flux routiers, mais je suppose qu'il n'y a pas que ça. En fait, l'idée c'était d'avoir, comme je savais qu'on allait vers une grande ville et qu'on allait pas être 50 pour la faire, quoi. On n'est pas Ubisoft ou je ne sais qui avec 200 personnes qui bossent sur le jeu. Il fallait qu'on ait un outil pour pouvoir rapidement faire autant le level design, enfin la partie visuelle du level design, mais aussi la partie scripting, la partie intelligence artificielle, la partie tout. Donc en fait, à partir de la même description de la ville qui ne tient que par ses routes, ses voies et divers styles qu'on applique, ça génère automatiquement tous les visuels, toutes les collisions, toutes les informations dont l'IA a besoin pour faire se déplacer les voitures à l'intérieur de la ville. Et on peut itérer hyper rapidement dessus, en fait. Et donc, vous, ça vous a permis de véritablement étendre la ville. Ça vous a permis de retravailler plus rapidement la ville, ou est-ce que dès le départ vous aviez cette idée de justement on est sur il y a une île centrale, il y a cette idée de pont, donc de suite en fait en travaillant sur cette architecture générale, vous aviez finalement les axes principaux et la mécanique principale de il y a des ponts qui mènent l'île tout à gauche à l'île tout à droite, mais l'île du milieu c'est d'autres ponts, etc. Comment est-ce que vous avez fini par arriver sur cette map là? Bah en fait, ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que déjà on s'est posé la question de quelle ville on s'inspire, d'où ça vient et comment cette ville aurait évolué au cours du temps. Et quel endroit aussi pourrait être intéressant dans le sens où par rapport à ce qu'on veut raconter. Et donc on a pensé la mettre à peu près dans la même situation que Bordeaux, donc avec un gros canal qui passe au centre, qu'on a exploité après derrière aussi, il y a tout qu'on a vu avec la centrale hydraulique, qui leur fournit une grosse partie de l'électricité en plus des toits. Et à partir de là, on s'est dit, avant, les cités médiévales, elles étaient placées comme ça, donc toute la ville, après, aurait pu se construire de telle manière, et par derrière, avec le monde moderne, il se serait passé ça comme ça, et petit à petit, tout le level design a été construit de cette manière. Et en faisant ça, on s'est demandé,
est-ce que ça fonctionne avec cet outil et comment adapter l'un et l'autre, comment faire les ponts, comment mettre au lot, comment représenter chaque élément et que ça fonctionne aussi bien avec nos idées qu'avec la technologie. Ok. C'est vraiment d'être réactif, quoi, de réussir à faire un open world en étant deux, quoi. C'est ça. C'est la base de l'outil, ouais, c'était qu'il soit vraiment hyper flexible et que en 5 minutes, je puisse tracer une ville entière parce que c'est beaucoup d'allers-retours, beaucoup de tests et beaucoup aussi de quartiers, de saveurs différentes et donc que je puisse représenter ça le plus vite possible. Surtout, c'est ça, on est deux pour faire une ville entière, donc avec toute la circulation, tous les bâtiments, les styles qui vont avec, l'évolution, donc c'est assez énorme. Parce que ça impose plein de limites en fait, parce que du coup on n'est pas complètement libre de ce qu'on met dans la ville. En général, quand on veut vraiment maîtriser ce qui apparaît à l'écran à un endroit précis, on se débrouille pour faire à peu près un trou et on pose à la main des choses dedans. Mais l'idée c'est que tout le reste c'est généré par l'outil, et donc si on veut déplacer une rue, on n'a pas besoin de déplacer tous les bâtiments un par un, quoi. ouais, il y a à la fois un travail sur les axes routiers, du coup les blocs entre guillemets de quartier, le fait que du coup dans ces axes routiers on va avoir les flux dans un sens dans l'autre. Des fois c'est des rues à sens unique, et en plus dans les quartiers vous avez différents types de quartiers où potentiellement vous allez demander à générer des blocs, comme vous aviez dit tout à l'heure. Là c'est le quartier résidentiel, donc on va pas du tout avoir les mêmes types de bâtiments, les mêmes natures finalement de blocs. Quand vous avez travaillé sur cet outil-là, vous parliez de la logique du coup de comment Bordeaux était organisé. Vous avez parlé de la centrale justement qui intervient dès la démo, donc dans le scénario du jeu. Est-ce que vous avez senti le besoin de créer un lore, c'est-à-dire une raison logique à l'existence des bâtiments, en disant là en fait il y a le parc parce que l'école est à côté, ou est-ce que c'est vraiment en travaillant sur le côté procédural que finalement c'est un petit peu arrivé en même temps? Ouais, non, c'était important qu'il y ait une cohérence dans dans tout l'ensemble. On veut vraiment que ce soit une ville qui puisse vraiment exister. Donc on a vraiment pensé, ok, ça il faut que ce soit là, soit il faut que ce soit là. Et puis comme je disais, que ce soit cohérent avec une évolution possible. Donc ok, si cet élément-là il est là, c'est qu'il a une raison, c'est qu'il a une logique. Et après on fait au mieux pour qu'avec l'outil on puisse bien l'intégrer, bien le mettre en place. C'est assez incroyable parce que en vrai pour avoir qu'organisé des conférences, ça mériterait une conférence à part entière. Ça mériterait 1 heure 30 rien que là-dessus, parce que on voit une vidéo de l'outil fonctionnel où presque, alors je caricature, mais j'appuie une fois, je vois tous les axes routiers, j'appuie une fois, je vois mon quartier, j'appuie une fois, j'habille mon quartier, donc d'un coup mon bloc il finit par avoir ses bâtiments, il finit par avoir ses arbres, etc. Mais pour pouvoir arriver à ça vous a pris combien de temps de projet à peu près? En vrai, il y a plein de gens qui sont super impressionnés par mon outil, mais moi je le trouve pas si fou. Parce que c'est volontairement que des idées simples. Le concept, c'est vraiment pas de. On m'a demandé si j'avais utilisé du wave function collapse et toutes ces techniques de génération procédurale complètement ouf. Ça fait des trucs géniaux, mais je trouve que c'est hyper dur à contrôler. Là, le truc se veut vraiment bête. Et le plus bête possible, parce que il faut qu'on puisse facilement modifier la façon de générer les trucs et qu'on puisse facilement contrôler ce qui apparaît. Donc, par exemple, les bâtiments, c'est Thomas qui fait une paire de rez-de-chaussée, quelques étages, sachant que, hop, on met une façade avant, une façade arrière, ça nous fait un avant et un derrière en fonction de comment c'est tourné. Et plein de petites astuces bêtes comme ça, on colle un toit dessus, on met la déco par-dessus, et c'est juste en choisissant aléatoirement dans des trucs. Et après, il y a un shader qui vient tout déformer de façon assez basique en fait. C'est une lattice 1.1, ça s'appelle. Euh,
pour que ça s'adapte aux rues, parce que c'est pas forcément cubique, quoi. Et parce qu'on voulait pas faire des rues toutes droites à l'américaine. Et, euh, et derrière, on met un peu de déco avec quelques déformations. Il y a des teintes aussi qui sont appliquées, histoire de donner de la variété dans tout. Mais par exemple, les arbres, là, en fait, il n'y a qu'un seul arbre. Là, tous les arbres qu'on voit, là, c'est le même modèle 3D d'arbre en permanence, avec juste un shader et un système de teinte un peu particulier, qui vient changer la couleur des feuilles et des branches, et des fruits. Je sais pas si les fruits changent de couleur ou pas. Et, Encore. pas encore. Mais tout se veut assez simple en fait pour qu'on puisse modéliser à la main les éléments sur lesquels on veut vraiment contrôler ce qui se passe et que on met en mode automatique tous les trucs où on sait qu'on n'aura jamais le temps de le faire à la main quoi. Et en fait on place les rues, on place les intersections, on relie les intersections pour faire des rues, et ensuite on choisit le nombre de voies à gauche à droite, le style de la rue qui va influencer sur quel est le modèle 3D de trottoir utilisé. Mais le modèle 3D de trottoir, c'est pareil, il y a quatre mèches de trottoir, il y en a un qui va sur le côté qui est répété en boucle, il y en a des plus moins longs, histoire que ce soit un peu plus rapide à l'affichage, et il y a des angles pour faire les vierges et les carrés et les intersections triangulaires ou pas. Là. Et derrière, le truc est quand même. Et puis, donc, une fois qu'on a placé les rues et les intersections, on place les quartiers, enfin les blocs, ce qui vient remplir entre chaque bâtiment. Et là-dessus, on contrôle juste qu'est-ce qu'il y a au bord de chaque rue. Ça met un truc par défaut en fonction du style qu'on a mis, mais sinon, on peut changer par côté de rue, histoire de donner un peu plus de finesse dans le truc. Mais au sein d'une rue, on contrôle rien, en fait, c'est automatique. Et ça fait juste que répéter le même truc avec les mêmes règles, toutes bêtes de je prends un truc aléatoire et je contrôle un peu si je veux que ça apparaisse souvent ou pas. Et au final, c'est extrêmement contrôlable et assez facile à faire, quoi. C'est le code, donc en fait, la première version. Je sais pas, je devais avoir un truc qui fonctionnait en même pas un mois, en quelques semaines, j'avais le concept de base qui fonctionnait. Après, j'ai fait le générateur de bâtiments qui a servi tout du long. Donc c'est pareil, ça a pris quelques semaines, pas plus, quoi. Enfin, le truc est assez simple. Ce qui compte, c'est qu'il y a un graphiste derrière qui vienne faire des modèles 3D jolis, parce que sinon, de base, c'était. Il y avait une question qui était hyper intéressante. Et là, les seuls trucs qui restent à faire, c'est l'habillage des rues qui est pas encore dingue. Actuellement, ça place un peu les poubelles et les lampadaires un peu n'importe comment. Mais c'est ces arbres-là où enfin, c'est le modèle 3D joli qu'a fait Tom. À la base, il y avait les modèles 3D de Kenny, si des gens connaissent. Et c'est en mettant, je sais pas quelle quantité d'arbres, ça a mis une quantité d'arbres astronomique derrière les bâtiments. Et ça ramait de fou, mais c'était très beau. Et, mais voilà, tout se veut être un set de règles assez simple. Et je sais pas trop qu'est-ce que je pourrais raconter pendant 1 heure sur ce truc, en fait. Bah, je voudrais quand même rajouter un truc important, en fait, c'est Vas-y. ça. Je pense qu'il y a pas mal de gens qui l'oublient dans le développement, c'est que, en fait, c'est qu'on l'a pas mal, enfin, moi, j'ai rien codé, hein, pour être bien clair, hein. Mais c'est qu'on a fait pas mal d'allers-retours avec Daniel, Mm. et on s'est bien mis d'accord sur les besoins, et on n'a pas dépassé ça. C'est-à-dire, moi, je lui ai exprimé un besoin clair de, OK, j'ai besoin que le bâtiment, il fasse ça, qu'il ait tel truc, et nous, on discutait sur comment le faire, et surtout, on faisait pas plus par. Donc, c'est pour ça que c'est toujours des petites idées simples, mais qui sont utiles parce que moi, je sais que je vais l'utiliser. Qui était donc vis-à-vis de cette création procédurale de la ville où vous gérez vos axes routiers et où dès le départ vous vouliez pas le côté rectangulaire, etc. Vous vouliez quelque chose d'un peu plus sinueux. Justement, la question: est-ce que vous redoutiez l'ajout de ronds-points et notamment le comportement des IA qui allaient les prendre, ou est-ce que justement les ronds-points se sont faits assez naturellement? Bah, ils sont pas ronds, mais à part ça, ça marche. En fait, tout le système ne connaît que 3 choses, c'est les intersections, les entre guillemets rues. Donc c'est une rue pour le système, c'est ce qu'il y a entre 2 intersections. Mais bon, une intersection peut n'avoir que 2 rues, peut même n'avoir qu'une seule rue. Ça fait une impasse. Et donc les ronds-points, bah, c'est juste plein de petites intersections en rond
qui sont connectés par plein de petits bouts de rue, et le système se débrouille relativement bien. Je sais que Wissam puis Thomas se débrouillent pour être assez gentils pour tourner autour des bugs de génération et se débrouiller pour que ça fasse quelque chose de correct. Et idéalement, un jour, je rajoute la possibilité de faire des rues pas droites, et ça permettrait d'avoir des ronds-points ronds, pour de vrai. Mais ouais, là, les ronds-points, ils sont octogonaux, quoi. Et l'IA, elle se balade très bien dedans sans problème. Enfin, l'IA, tout ce qu'elle sait faire actuellement, c'est aller d'intersection en intersection sans but réel, et suffisamment pour qu'il y ait de l'activité dans la ville, en fait. Et bah, du coup, pour elle, tout ce qu'elle voit, c'est une série d'intersections dans lesquelles elle n'a pas le choix, faut qu'elle aille à l'intersection d'après. Et donc le rond-point se passe très bien. Ouais, déjà que les humains IRL savent pas les prendre, j'imagine même pas pour coder une IA pour ça. Si, il y a un cas que je redoute. C'est le jour où Thomas décide de faire un truc réaliste inspiré d'Angoulême et de nous caler un petit double rond-point. Là, je réponds de rien. Je l'ai promis au Game Made in France, du coup il va arriver. Hein. Ouais, mais on met pas de voiture dedans. Conclusion, De toute façon, c'est moi tous les qui génère ronds-points. la ville. Si je veux mettre des voitures, je peux. Tout va bien. Je suis en Oui, contrôle. mais si elle se rentre dedans, eh ben, y a du monde qui va aller. Donc les réglages sont extrêmement techniques, mais c'est surtout qu'il continue pour Manufacture 43, qui poursuit son travail sur Highway to Hell avec les équilibrages au niveau de la conduite de l'ambulance, au niveau du trafic. Est-ce que c'est suffisamment intense? Est-ce que c'est suffisamment intéressant à jouer? Est-ce qu'on a assez de voitures? Est-ce que les voitures ne se rentrent pas entre elles puisque potentiellement d'un problème de code, etc. Donc c'est toute une réelle difficulté qui est complètement cachée quand on parle de développer des jeux vidéo, puisque quand on joue, on se pose pas forcément la question. Et ces questions-là, quand on en développe des jeux vidéo, il faut s'en poser pourtant. Et c'est ça qui est assez intéressant. On est assez pressé de voir ce que Highway to Hell va donner. Encore une fois, vous pouvez le retrouver sur Steam en démo jouable gratuitement ou tout simplement en suivant Manufacture 43 sur les différents réseaux. En attendant, je vous souhaite une superbe fin de journée.